est très content de vous avoir parmi nous. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire un mot. J'espère que vous trouverez la conférence très enrichissante. Et, Donc merci d'être venu et on va commencer cette conférence avec Monsieur Richard Thomas qui va nous présenter la technologie du béton chanvre avec lequel il travaille dans son entreprise North by Northwest Architects. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et un grand merci à lui. Merci d'être venu. J'en prie. Donc c'est la première conférence d'EOL, comme a dit Théo. Il y en a une mercredi aussi. On fera d'autres événements après les vacances, donc on vous attend tous. Sachez qu'on espère que vous allez bien profiter de ces événements. Et petit tips, lundi 25, comme ça un petit coup de pub, il y aura un événement, un atelier le soir avec des cartes cadeaux à la clé. Donc suivez les réseaux et on vous attend à ces événements-là. Voilà, profitez bien et je vais laisser Richard Thomas commencer sa présentation. Merci beaucoup. Ouais, je vais parler comme ça, hein, parce que comme j'ai un micro, j'espère que ça marche. Donc, non, mais j'ai un peu l'habitude. Bon, je vais essayer avec ma voix. C'est vrai que la semaine dernière, j'avais le Covid, donc j'ai essayé de sortir de là. C'est pour ça que je suis peut-être pas en meilleure forme, mais j'ai un peu l'habitude de parler avec les étudiants parce que j'enseigne également à l'école ENSA de Normandie, à Rouen. Je suis enseignant titulaire, donc je passe pas mal de temps là-bas et j'ai l'habitude de parler avec les étudiants. En revanche, on verra ce soir, j'ai aussi l'habitude de faire un peu des conférences ou des talks sur ce sujet-là, depuis que nous, on avait commencé dans notre agence de travail sur le sujet. Ça passe jamais pareil, toutes les talks, et en plus, faire à mesure, on construit les bâtiments, on utilise le béton de chanvre. Donc j'ai ajouté, alors là j'ai trop de diapos, donc on verra, je vais parler et on verra à un certain moment, il faut me couper sur le sujet. Mais c'est pas grave, on va déjà commencer avec ça. Le North by Northwest, effectivement, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de North by Northwest. C'est le titre original de Mer aux trousses d'Hitchcock. Le film d'Hitchcock, Mer aux trousses. Bon, enfin bref. Donc c'est le titre original. Et comme moi, je suis du nord de l'Angleterre, ma femme de nord-ouest de la France. On a trouvé que ça marchait bien et en plus on parle d'orientation, etc. Donc c'est venu de ça. On existe depuis 2006 et c'est vraiment depuis 2010 qu'on commençait à intéresser sur d'autres des démarches un peu écologiques, on peut dire comme ça. Moi, j'ai fait mes études en Écosse en tant qu'architecte depuis le début des années 90. C'était toujours écologique, tous les projets étaient écologiques. Quand je suis venu en France, il fallait que j'oublie toute cette démarche et ensuite, fin à mesure, la France a rattrapé et dans les années nord, ce qu'on appelle zéro, les années 2000, la France a un peu rattrapé par rapport au reste de l'Europe et commençait à mettre des choses en place par rapport à ça. Donc c'était 2010 qu'on commençait vraiment à réfléchir. Surtout après un voyage que j'avais fait avec un collègue ingénieur, un collègue enseignant, qu'on a fait à Londres, et on a découvert, il y avait dans un endroit où on était, il y avait une boîte en verre remplie de béton de chanvre. Et moi, c'est quoi ça? Je ne comprends pas ce que c'est, etc. Et lui, il dit, ah si, je connais. Et par hasard, on avait gagné un projet à Paris pour construire des logements sociaux. Et on n'avait pas d'ingénieur. Donc on a dit, allez, on va mettre ensemble et on est go pour faire. Alors juste un petit chose, parce que peut-être c'est plus ou moins poussé ou parlé dans les écoles d'ingénierie, je ne sais pas, j'ai aucune idée de niveau, ce que vous parlez de
d'écologie et des démarches environnementales. Mais c'est vrai que on peut dire que l'environnement commence à être un peu un enjeu plus important dans notre société et que nous, on est de plus en plus sensibles, citoyennes ou dans nos études et surtout dans la pratique professionnelle. Il y a des pressions réglementaires, etc. Et il faut qu'on y suit, quoi. Parce qu'on ne peut pas mentir. Si on laisse la planète dans une condition pire qu'on est en train de faire, pour nos enfants, petits-enfants, ça va être catastrophique pour eux à gérer. Ce n'est pas très gentil de notre part. Donc il faut qu'on change. Le secteur bâtiment, il est responsable d'une grande partie des émissions CO2. Une estimation conservative, il y a à peu près 23%, mais il y a certains qui disent que c'est beaucoup plus. Et notamment sur des éléments de production de matériaux. Alors, on dit, on va essayer de faire les démarches. L'État dit qu'il faut qu'on diminue l'énergie qu'on dépense parce que l'énergie qu'on dépense, même si c'est nucléaire, mais aussi de fossiles, il y a énormément d'énergie de fossiles qu'on dépense, beaucoup trop. Donc, on va essayer de réduire. Donc, les réglementations des bâtiments disent, OK, consommation, il faut réduire. Donc, il faut faire des bâtiments beaucoup plus performants énergétiques dans l'énergie. Ou performant énergétiquement, et on crée des espaces clos où on peut étanche et bien isolé pour qu'on n'a pas besoin de monter le chauffage, etc. On garde l'énergie à l'intérieur, qui est très bien en principe, sauf ce qu'on a une tendance de faire, c'est d'habiller nos bâtiments, ces espaces-là, par des produits qui est le pire consommateur de CO2, surtout l'énergie fossile. Donc c'est complètement absurde ce qu'on est en train de conserver et d'économiser et on gâche sur des produits ou des matériaux qui font l'enveloppe. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet de béton, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on considère non pas des matériaux biosourcés, c'est le béton, mais ce qu'on considère biosourcé et géosourcé, parce qu'on inclut le géosourcé avec, c'est la terre, la paille, le bois, le chanvre, lin, coton, ouate de cellulose, le fibre de bois aussi. Donc on essaie de développer des techniques dans ce sens-là, pour répondre aux des questions environnementales. Il faut aller dans cette démarche-là. Donc, je vais parler aujourd'hui je vais déjà dire ce que c'est le béton de chanvre, parce que c'est pas un béton. Si c'est un béton, mais c'est pas un béton comme régulièrement on dit quotidiennement, vous entendez quotidiennement. Ensuite, je vais essayer de parler de 3 projets. On verra si on arrive jusqu'au bout ou pas. Mais soit à l'intérieur de Paris, ensuite on va passer à Bologne, et ensuite, dernièrement, l'autre côté ouest-est, à Montreuil. Alors, qu'est-ce que c'est le béton de chanvre? J'ai ramené un échantillon, je ne sais pas si vous avez vu ou perçu en rentrant, mais là, c'est un petit peu des morceaux de béton de chanvre. Bon, c'est un peu vieux, les gens y touchent, donc c'est un peu fragile, mais c'est exactement ça. Et on voit sur l'écran une photo d'un autre échantillon, c'est exactement le même. J'ai fait dans le même temps, chez moi, à la campagne, c'est le mélange. Quand on construit avec le béton de chanvre, tout de suite on dit, en fait c'est un béton, mais il n'est pas porteuse. Alors déjà, quand on fléchit le béton, il n'est pas porteur, c'est un peu bizarre. Pourquoi les ingénieurs ils posent des questions, le bureau de contrôle pose des questions. En fait, c'est un béton simplement parce qu'il y a un agrégat, il y a un liant et on mélange avec l'eau et il solidifie. C'est pour ça que on considère comme un béton. Après, les similarités, ça reste là, sauf
ce qu'on dit, qu'on construit avec le béton de chanvre, c'est des parois qui sont monomatériaux. Ça veut dire que c'est un mur complètement solide avec une seule matériau, ce qui est le béton de chanvre. Donc c'est un remplissage, en fait. Donc il n'est pas porteuse, il a besoin de quelque chose pour le porter, pour le soutenir. Donc on utilise en général, on peut utiliser d'autres, mais on utilise en général un ossature bois à l'intérieur. Et un ossature bois un peu standard, comme on fait les MOB typiques. Alors, cet agrégat, déjà l'agrégat, ce qu'on utilise, c'est le chanvre. C'est une plante qui est c'est dans la famille des Cannabaceae, donc ça veut dire que c'est le cannabis, en gros. Sauf, c'est le cousin de son cannabis qu'on connaît habituellement. Je ne vais pas dire plus que ça, mais en tout cas, c'est un cousin. Donc, il n'est pas du tout hallucinogène ou quoi que ce soit. Ce qui est marrant parce que le premier bâtiment qu'on a fait, c'était dans un quartier assez connu pour ça. Mais par contre, ce qu'on fait utiliser, on a la plante qui pousse très vite. C'est une plante qui pousse en 4-5 mois, même pas, dans l'année, assez vite, et il pousse très, très fort. Il y a beaucoup d'avantages pour pousser cette plante, le fait qu'il enrichisse le sol. Quand il pousse, il remet tous les nutriments, etc. Donc les fermiers, ils adorent, les agriculteurs, ils adorent. Mais le tige lui-même, on prend le tige et on extrait le fibre par rapport à l'intérieur de cette tige, ce qu'on appelle le chènevote. Et le chènevote, on concasse et on met en petits morceaux. Le liant lui-même, c'est la chaux. Alors, c'est la chaux, c'est un carbonate de calcium, CaCO3, qui est chauffé à 900 degrés, qui n'est pas super écologique, il faut dire, mais c'est mieux que certains ingrédients, comme le ciment par exemple. Donc on mélange ça ensemble avec de l'eau. Beaucoup d'eau d'ailleurs, par proportion, mais... Donc il n'y a que 3 ingrédients qu'on met dedans. La chanvre, pourquoi la chanvre? Déjà, la France, si vous ne savez pas, c'est le premier producteur de la chanvre, c'est le premier producteur de chanvre en Europe. De loin. C'est à peu près la moitié de l'Europe de chanvre, il est fabriqué en France. Ou produit en France, c'est pas fabriqué, c'est un produit. Deuxième mondial, derrière la Chine. Mais la Chine n'utilise pas du tout dans la même façon. J'ai mis 50, mais c'est un peu 50 000 tonnes par an, c'est un peu vieux, ça c'est de 2000. En 2005, il était déjà à 90 000 tonnes par an. Donc ça produit beaucoup plus. Pourquoi? Parce que non seulement il est bien pour les agriculteurs, pour faire le tournage, le tourne des champs, ils poussent le maïs et ensuite l'année suivante ils mettent le chanvre juste pour remettre les nutriments, etc. Mais aussi parce qu'il est utilisé beaucoup dans d'autres filières. Le fibre, il est utilisé dans les cordes pour faire des cordes, le papier de qualité comme les cigarettes. Papier cigarette, bizarrement, il y a beaucoup de chanvre, on utilise beaucoup de chanvre. Et les dollars américains, alors apparemment, dans tous les dollars américains, il y a un petit peu de chanvre européen là-dedans, apparemment. Et comme la France est 50% de chanvre producteur en Europe, on peut dire qu'il y a un petit peu de France dans tous les dollars aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais c'est ce que j'ai entendu. Après, on utilise les voitures, par exemple, a besoin d'un certain pourcentage de biosourcés. Donc, tableau bord, Peugeot 2008, il y a des chanvres dedans. Textile, etc., les chemises, les élans, la laine, etc. On utilise fibre. OK, c'est très bien. La fibre, elle est très bien.
Par contre, c'est ça, ça c'est les photos sexy de le Schoenwert de chambre. C'est ça son attribut. Pourquoi il est spécial? Pourquoi il est unique? Le Schoenwert de chambre, c'est parce qu'il a tous ces petits trous dedans, les petits éléments à zoomer à cette taille-là, et ils sont exactement la taille ce qu'il faut pour absorber l'humidité. C'est-à-dire que le vapeur d'eau dans l'air, il va être absorbé par le Schoenwert, il va être attrapé et ensuite transformé en liquide pour se stocker. Et ensuite, quand l'espace devient sec, il va le dégager. Et cet rythme d'un cycle qui va se passer, c'est le fait qu'en fait, on contrôle, on régule l'humidité dans l'espace. Et quand on régule l'humidité dans l'espace, on régule la température. Ça veut dire qu'il y a une inertie qui s'installe, il y a peut-être une fluctuation de température à l'extérieur, mais les températures intérieures, ils restent toujours les mêmes. Parce qu'il y a ce transfert d'humidité entre l'espace et les parois extérieures. Et il y a un autre phénomène qui se passe, c'est le fait que quand l'humidité est absorbée, il est vapeur d'eau, il est transformé en liquide. Alors, on sait avec la science que le moment qu'un élément change d'état, c'est un changement de phasage, il dégage une énergie secondaire en forme de chaleur. Donc ça veut dire que quand l'humidité devient liquide, il change de phasage et ensuite il dégage une chaleur. Et quand le liquide quand il est dégagé, il devient vapeur dans l'air, il change de phasage, donc il dégage une chaleur. Ça veut dire que ce qu'on appelle un phénomène d'une paroi chaude. Et il ne chauffe pas en tant que... c'est pas comme un radiateur, hein, il ne le chauffe pas. Mais il monte la température de la paroi par 1 ou 2, 3 degrés. Et en fait, on sait que dans le confort d'un espace, si on est confortable au niveau de température, notre ressenti, notre température ressentie, c'est la moyenne entre la température ambiante de l'espace et la température de la surface des parois. C'est la moyenne entre les deux. Donc si vous pouvez avoir la même température intérieure de l'espace, si vous montez légèrement la température de la surface, vous montez la température ressentie par nous. Et on se sent plus confortable, donc on a moins de tendance de monter le chauffage sur la même température ambiante à l'intérieur. Donc on réduit la consommation. Alors l'autre élément qui est bien, c'est bien sûr, c'est une plante. Donc ça veut dire que c'est biosourcé, donc il y a une histoire de carbone. Et quand on fait les bilans de carbone, ça c'était fait, un calcul qui était fait par notre ingénieur il y a au moins une dizaine d'années. On était encore dans l'été 2005, hein. Donc c'est tellement vieux, mais il avait comparé, juste pour montrer le phénomène. En fait, quand on met un bâtiment traditionnel en béton, avec un isolant à l'intérieur ou extérieur, comme vous voulez, qui respecte l'été 2005 quand même, on utilise ça comme consommation. Ensuite, on essaie de faire une construction traditionnelle plan climat, donc c'était l'époque où le Paris plan climat, c'était à 50 watts par mètre carré par an. On a réduit énormément la consommation. C'est superbe, bravo, on a réduit la consommation. Sauf, comme je disais tout à l'heure, le système constructif et le matériau qu'on a mis en place, le polystyrène à l'extérieur ou le laine de roche, etc., malheureusement, on a monté l'énergie ou le bilan de carbone par rapport à la construction. Donc, si on fait en chambre, en béton de chambre,
on peut réduire beaucoup. Et là, si on a divisé par 3 un système traditionnel 2005, simplement pour faire utiliser un matériau qui est plus sensible. Alors, tous ces ingrédients, ça fait un béton, comme je dis. Et traditionnellement, il est fait, mis en place par une projection. On prend le chanvre, on prend le chaux, et il a mis dans une lance avec un petit... il y a 3 tuyaux qui arrivent sur cette lance, avec un 3e de l'eau. Alors déjà le chaux, il est mélangé un peu déjà avec l'eau, juste pour qu'il bouge dans les tuyaux. Et ensuite, il y a un 3e tuyau ici, juste pour réguler l'eau et le dosage qui va de projeter vers le truc. On peut faire par un mixeur. Hein. Moi, à la maison, quand j'avais fait ça, c'était avec un mixeur de Simon, un métonnier standard, toute la journée. Pas de problème. Ça fait exactement la même chose. C'est juste ça, il est beaucoup plus vite. Au niveau parce qu'on parlait d'assurance tout à l'heure, évidemment, on dit, oui, mais il n'y a aucune bureau de contrôle qui le suit, il n'y a aucune, c'est pas réglementé, etc. Il y a les filiales construites en chanvre qui a augmenté et qui a créé ce qu'on appelle les règles professionnelles. Alors, ça date un peu, on attend depuis 2020 qu'il y ait une nouvelle version qui sort, mais au moins c'est quelque chose de réglementaire que nous, en tant que professionnels, on peut appuyer dessus pour nos assurances, etc. Et le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle, les entreprises, etc. Et puis, au moins, on est réglementé, le moment qu'on suit les choses. L'autre chose que je n'ai pas dit, c'est le fait que ça serait très... Comme je dis, hein, moi, je fais moi-même à la maison, donc c'est facile à apprendre. Donc, les entreprises, c'est super facile pour eux d'apprendre comment. C'est comme faire la cuisine. Hein. C'est des top chefs. Hein. On met un certain dosage et on a quelque chose et hop, voilà, ça marche. Quoi. La seule chose qu'ils demandent dans la règle pro, c'est le fait qu'on fait une formation pendant 2 jours officielle et c'est fini. Quoi. Au niveau de feu aussi, l'année dernière, ils ont fait un test, le CERIB a fait un test sur un système de 2 étages, juste pour tester son comportement. Et c'était pas formidable. Pas de problème. Il n'y avait aucune propagation suite au feu à Londres, hein, il faut dire, parce que toutes les règles et la façon qu'on construit les façades aujourd'hui, les complètement différents, beaucoup plus exigeants. Donc, 1 plus 2, il n'y a aucune propagation de feu à cause de le béton de chanvre. Donc, pas de problème, il est inflammable. Donc, je passe au projet, et je suis super long, non? Je vais dépasser, j'avais dit, hein, vous n'étiez pas là, mais j'ai dit que j'ai trop de diapos, donc il y a déjà 15 minutes. Bon, je vais aller plus vite parce que je vais parler de construction et de mise en œuvre. Ça, c'est le premier projet qu'on a fait à Rue Mérat. Voilà, bon, c'était pour la RVP, c'était les logements sociaux. Ça, c'est l'ingénieur que je travaille. Tous les projets que je montre là, et c'est avec LM Ingénierie, Laurent Mouly et son frère Grégoire Mouly. Et ça, c'est l'entreprise générale qui a fait le projet. On parle d'un secteur, le Château Rouge, juste à côté de Barbès, comme je dis. Ça, c'était le bâtiment qui existait avant. Le secteur est en train de redévelopper. Ils ont fait beaucoup de parcelles, détruit le bâtiment existant et ensuite reconstruit avec de nouveaux. Après, on voit sur cette photo le rue Mérat, là, comme ça. Nous, on est là. Et ce qui est intéressant à voir, c'est le fait que, je ne sais pas si vous connaissez, les gens qui travaillent en sol ou en sous-sol.
Le sol, il est mais pourri. C'est comme un gruyère, il y a des poches d'air, il y a des poches de gypse ou je ne sais pas quoi. Donc ils sont en train de faire ce secteur-là, et ça c'est Orumera. Il y a beaucoup sur Orumera. Ils détruisent le bâtiment, ensuite ils reconstruisent en béton. Parce qu'en France, on construit en béton. Donc un bâtiment qui faisait, allez max, 25 mètres de hauteur, ils étaient obligés, tous les bâtiments en béton, obligés de faire les pieux à 40, 50, même 60 mètres de profondeur pour tenir un bâtiment qui faisait 25, parce qu'il est fait en béton. Donc nous, avec l'ingénieur, on a trouvé ça absurde. Je suis un peu anti-béton, je suis désolé. Je sais, vous avez des profs qui sont pour, mais... Nous, on a fait un ossetio métallique. Donc on a fait tout ossetio métallique, plus qui tenait, ça c'est le principal, et ensuite tenait en façade l'ossetio bois. Et on a réussi à faire un bâtiment qui appuie sur 3 mètres de sous-sol technique et 3 mètres superficiel, fondation superficielle. Parce que le béton de chanvre et le système constructif ossetio bois béton de chanvre, le béton de chanvre il fait 330 kg mètres cubes à la place de alors c'est quoi je me souviens plus, je crois que c'est 2500 quelque chose comme ça le mètre cube. C'est quoi le poids d'un béton? Je me souviens plus, je crois que c'est 2300 quelque chose comme ça. Donc on a un système constructif qui est 5 fois plus léger que le béton. Donc on a économisé énormément d'argent pour notre projet, simplement par construire donc, ce système constructif. À l'époque, on a fait tous les détails pour vérifier comment on marche, etc., mettre en place. Ce qui est important pour nous en tant qu'architecte, c'est le fait qu'on pouvait mettre un enduit à la chaux, à l'extérieur, pas de problème. C'est un mur entier en béton de chanvre, je vais mettre l'enduit sur ça, il tient. Et ça veut dire que c'est bien pour l'ABF aussi, parce qu'on peut faire tous les modernités si on veut. On peut aussi mettre un bardage bois, bardage zinc, faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. On a fait d'autres gestes comme des panneaux solaires thermiques pour chauffer, etc., de réduire la consommation d'énergie des appareils. On était en 2010, 2011, donc on n'avait pas les mêmes contraintes qu'aujourd'hui. RE 2020, il est beaucoup plus strict sur le consommation d'énergie. On prend tout en compte maintenant, même les éclairages, ça il va prendre en compte, etc. Juste l'éclairage, ce qu'on utilise, il est pris en compte. L'avantage par ce système, c'est ni un ITE ni un ITI, donc, mais on n'a aucune pente thermique, rien. Avec la jonction parce qu'on a fait en béton quand même, hein, les planchers étaient en béton. Posés sur un caillebotis, pas un caillebotis, bac collaborant, qui était porté par le système, l'ossetio métallique principal. Mais on n'a avec les jonctions, on n'a aucune pente thermique. Et là, ça nous permet de respecter le plan climat de Paris. À l'époque, c'était 50 kW par an. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'ai parlé par rapport à l'inertie tout à l'heure, c'est le fait qu'il régule la température, pas le fait que l'humidité, il régule l'humidité. On voit ce qu'ils ont simulé, hein, c'est la simulation, c'est pas le vitesse, mais c'est la simulation, pour montrer les différents endroits et les différents par rapport à l'extérieur, les températures extérieures. L'extérieur, c'est le violet. Là. Donc, on voit la variation de température à l'extérieur, selon la saison. Et on voit par rapport, je crois que c'était le champ, je ne sais pas lequel, ils ont identifié. Donc on a une tendance de ne pas sauter sur le radiateur.
Et d'ailleurs, on a les témoins, les gens qui habitaient, on a rencontré après. Il y avait une femme avec beaucoup des enfants parce qu'on avait un duplex de dernier étage. Et on a rencontré, alors on avait demandé est-ce que vous utilisez le chauffage? Il dit non, pas du tout. La seule chose que j'utilise, c'est les sèche-serviettes dans la petite salle de bain qu'on avait dans le niveau inférieur. C'est le seul moment. Mais elle avait les fenêtres ouvertes. Et pourtant, c'était une journée super froide. Donc c'était impressionnant. Bon, le site, le projet, bâtiment, parcelle complètement vide, on est tout petit. L'autre avantage, c'est le fait que on n'a pas de grue. Donc ils ont fait ce qu'il faut en sous-sol. On construit en métal. Donc le béton, on peut avoir une tolérance de centimètres. On parle de centimètres de tolérance en béton. En métal, il ne faut pas. Hein. Vous avez une précision de millimètres. Il faut être absolument un millimètre près. Parce que quand le mécano il commence, ils arrivent sur le chantier. Là, on a fermé la rue pendant les journées, pendant au maximum 5 semaines, parce qu'on nous poussait, parce qu'on a monté tout, y compris l'ossetie au bois, y compris la menuiserie. Donc, on en profitait. Heureusement, on était dans un quartier où on peut diversifier les voitures, mais on a fermé pendant la journée pendant 5 semaines peut-être. Et à 6 heures le soir, on est ouvert et le camion est parti, le grue est parti. Mais au moins, ce n'était pas un camion fixe. Donc le monsieur là qui a fait tout son mécano, il a travaillé pratiquement tout seul, il a monté tout super vite. Et on est arrivé avec là on voit les bacs collaborants pour porter les dalles après. Ça se passait tellement vite. Ensuite, on a fait, ce que nous on fait, c'est un coffrage, parce que en fait, la meilleure finition à l'intérieur, c'est un enduit à la chaux, pour avoir ce transfert d'humidité qui marche le mieux. Sauf, on est dans les logements sociaux. Le moment que vous avez un enduit à la chaux à l'intérieur, s'il veut fixer un tableau ou quoi que ce soit, il faut avoir des vis spéciales super longues, etc. On a dit non, hors de question, on utilise le Fermacell. Je ne sais pas si vous connaissez le Fermacell. C'est un peu, c'est la même dimension, etc. pour une plaque de plâtre, mais ce n'est pas de plâtre, parce que le plâtre, il ne supportait pas l'humidité, le transfert d'humidité entre les deux espaces. Donc, un Fermacell, c'est le gypse quand même, mais mélangé avec le ouate de cellulose. Et il est fait à froid, bon, relativement. Donc, il peut laisser le transfert d'humidité ou l'humidité passe, il est respirant. Donc, on a mis en tant que fond coffrage le Fermacell à l'intérieur, et ensuite on a projeté le béton de chanvre après. Pardon, excuse-moi de oui. parole, mais si on veut tenir à peu près dans l'heure. Oui, excusez-moi. Sinon, j'ai presque fini là. Oui, tout à fait. Donc là, c'est le béton de chanvre lui-même. On a le chanvre qui arrive dans les sacs. J'ai tout ce qu'il faut par rapport aux distances qu'ils ont voyagé. Et ensuite, on arrive encore, comme l'image tout à l'heure, on a le mec qui fait le show. Et là, c'est la mise en place. Et on le laisse sécher. On le laisse sécher pendant 2-3 mois. On fait tout ce qui est continu à l'intérieur, tout ce qui est l'eau technique, l'eau secondaire, etc. Parce qu'il est clos couvert. Mais on laisse sécher. Pendant et ensuite, on peut faire toutes les finitions après avec le bardage. Donc ça, c'est produit fini, on peut dire comme ça, la réception. Avec côté jardin, bardage bois. Et bardage et enduit à la chaux côté rue pour être plus faubourien, sobre. Et en attique, on avait le bardage de zinc avec quelques photos à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un projet. Je ne sais pas si j'ajoute sur un autre projet. Je vais parler très vite. On va pas avoir le temps. Je suis désolé, mais parce que du coup, il y a 2 intervenants. Ok. Bah, c'est juste on est allé plus haut, mais c'est tout. Merci. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Merci. Bah, c'est juste on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Bah, c'est juste on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on est allé plus haut, mais c'est tout. Donc, on
cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, il y a Madame Julia Turpin qui va nous parler des constructions du projet de la ferme du rail. Et j'espère que ça vous intéressera aussi. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Julia Turpin, je suis architecte de la SCOP Grand 8. Donc on est situé à Paris 19e et je vais vous parler un petit peu de technique, mais surtout je vais vous parler en fait de système et de manière d'aborder les choses dans une vision un petit peu plus globale, c'est-à-dire que nous on est donc 3 collaboratrices et on cherche donc à avoir le moins d'impact possible par notre activité, donc sur l'environnement. Comme vous savez, la construction c'est un secteur en fait qui pollue beaucoup, donc on cherche à prélever le moins de choses possible sur l'environnement, de travailler avec des matériaux au plus proche de nous et avec une matière la moins transformée possible. C'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de rénover que de construire, on va plutôt essayer de faire avec des matériaux qu'on glane ou qu'on trouve, c'est-à-dire des matériaux qu'on glane. Ça peut être du bois, ça peut être du chanvre comme on a vu, ça peut être de la paille, voilà, des matériaux donc on va dire biosourcés. Ça peut être aussi des matériaux géosourcés comme le plâtre ou même du coup la chaux. Mais et aussi en fait des matériaux de réemploi. On travaille beaucoup avec des matériaux de réemploi, donc c'est des matériaux qui sont sur le point de devenir des déchets, donc qu'on récupère avant la mise à la benne, pour éviter donc de prélever le maximum de matériaux dans l'environnement, donc d'éviter en fait de créer du déchet et d'éviter de produire en fait de l'énergie pour la construction du bâtiment. Donc là on a la carte donc, du 19e arrondissement, c'est le quartier où on est implanté et on a fait donc beaucoup de projets dans le 19e parce qu'en fait on a créé des liens avec les associations du quartier mais aussi avec les artisans en fait du quartier pour avoir une dynamique ensemble autour des projets. Donc là pour commencer, donc le projet, je vais vous parler de 2 projets, je vais aller assez vite, enfin je vais essayer d'aller assez vite dessus et puis on pourra échanger par la suite. Je vais vous parler de la ferme du rail et de la maison des canaux. La ferme du rail, c'est un projet donc Réinventer Paris qui est issu en fait d'un appel à projet que la ville de Paris a lancé et qui demandait qu'on monte des équipes de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Et le sujet était libre, c'est-à-dire qu'on a pu proposer notre programme. Voilà. Et c'est à partir aussi de ce moment-là qu'on a pris conscience de l'importance de travailler, nous, architectes, sur le programme. Donc c'est pour ça qu'on essaye en fait de se nourrir en fait des besoins on se nourrit des besoins de chacun pour créer avec le maître d'ouvrage main dans la main, dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours possible, le programme. C'est-à-dire d'avoir une implication en fait du début à la fin du chantier en essayant d'intégrer à tous ces niveaux-là le maximum d'écologie, donc d'écologie à tous les sens du terme. Donc, dans le quartier, il y avait un besoin et il y avait des choses qui étaient en germe autour de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'il y avait une entreprise d'insertion qui était bien implantée sur le quartier, Travail et Vie. Une entreprise d'insertion, c'est une entreprise qui fait travailler les personnes éloignées de l'emploi et qui leur permet d'avoir un travail. Et cette entreprise d'insertion est liée aussi à une autre association qui est aussi dans le quartier, qui, elle, faisait de l'insertion par le logement. Donc on a travaillé le programme avec ces deux entités
pour créer un programme donc, de logement et d'activité au sein du quartier, donc sur ce site que proposait la ville de Paris. Donc c'est un projet qui va servir les personnes, mais aussi les Parisiens, parce que c'est un projet donc, qui est ouvert et qui permet aux Parisiens d'accéder à la petite ceinture. Donc on le voit ici, là, la petite ceinture, ce qui est la ferme du Rail, donc là le restaurant, permet par un petit accès là à rejoindre la rue de l'Ourcq et on peut donc remonter. Voilà, ça rend ce service-là à la ville. Je vais vous parler après un petit peu plus des activités, mais pour l'instant, je vais juste décrire quelques matériaux qui me paraissent importants sur le projet. Donc, quand on parlait de transformer le moins possible les matériaux, on a utilisé de la ganivelle de châtaignier pour faire le parement extérieur donc du bâtiment. Là, la ganivelle a été récoltée, en fait, ça se récolte jeune, c'est ça l'intérêt de la ganivelle de châtaignier comme vêture pour le bâtiment. On n'a pas besoin d'attendre que le sujet soit gros, donc on le récolte assez jeune, ça permet d'entretenir en même temps la forêt, c'est juste fendu en deux, un petit peu écorcé et on peut le mettre directement comme ça sur le bâtiment. Donc ça vient de Rennes, donc c'est pas tout près non plus, mais c'est un savoir-faire en fait qui s'est perdu en Île-de-France, même s'il existait déjà. Enfin, s'il existait il y a quelques dizaines d'années. Et donc là, on a dû aller le chercher à Rennes, mais bon, finalement, c'est pas si loin et c'est ça vient directement donc de la forêt. Là, on a vu la photo avant, le dessin qui provient donc d'une photo de la récolte de la ganivelle de châtaignier. Donc ça se fait à cheval et en tracteur directement dans la forêt. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui encore. Donc ça permet de ne pas abîmer les sols de la forêt, d'entretenir la forêt et aller après directement sur le bâtiment. C'est avec ça aussi qu'on fait tous les piquets des champs, donc c'est des ganivelles comme ça qui sont coupées. Et ensuite, comme isolation, donc là on a mis nous de la paille. En fait, on a utilisé de la paille parce que c'est un coproduit donc de l'agriculture. C'est quelque chose qui servira donc de fourrage aux animaux. Ça ne se mange pas. C'est pas de la. Donc on utilise le grain pour faire des farines et vous savez tout là-dessus. Et on garde donc le brin. Pour faire donc des bottes de paille, et ces bottes de paille qui serviront de fourrage aux animaux. On en a trop en fait en la ferme, les agriculteurs en ont trop, donc ça permet de faire un petit revenu complémentaire pour les agriculteurs en utilisant directement la botte de paille qui vient du champ en isolation dans le mur. Donc là, on voit la structure bois. Donc là, c'est en ossature bois massif ici, dans lequel en fait on insère les bottes de paille. C'est aussi un avantage qu'on peut faire ces réalisations en insertion. C'est quelque chose qui peut permettre à des gens donc éloignés de l'emploi de se former. Le chantier peut être un moment de formation et nous on fait beaucoup ça dans nos chantiers, c'est qu'on essaie que le chantier soit un chantier apprenant, autant pour des personnes en insertion ou pas, mais histoire que les mentalités en fait changent un petit peu et qu'on acquiert des nouvelles façons de construire pour aller vers une transition des manières de faire. Et en même temps, insérer le maximum de personnes et englober le maximum de personnes dans l'aventure. Donc là, il y a un petit détail donc, de la composition des parois. Donc on voit ici la vêture en demi-rondin de châtaignier,
un double tassautage qui permet l'écoulement de l'eau par derrière, le pare-pluie, un fire panel, ça c'est pour éviter les transmissions de feu d'un étage à l'autre, la paille derrière insérée dans l'ossature. Là aussi le plan donc, général de la ferme avec le bâtiment de logement et le bâtiment d'activité, parce qu'il y a 15 chambres, donc, dans 20 chambres, dont 15 pour des personnes en insertion et 5 pour des étudiants, et un bâtiment donc, d'activité avec un restaurant et une serre au-dessus et des locaux de type garage en dessous. Donc là on voit les détails. S'il y a des choses qui vous intéressent, on est en open source, donc on peut tout vous passer si vous le souhaitez. Donc on voit qu'on a du béton au niveau bas pour faire la garde à l'eau. En fait, on peut pas, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est possible de mettre du bois, mais il faut de toute façon se surélever. Ici, on est en accessibilité handicapée. Et ensuite, on a la structure bois donc, qui vient. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on a le demi-rondin, le double tassautage, le fire panel, le pare-pluie et la paille. Et côté intérieur, on a donc le pare-vapeur qui permet de faire l'étanchéité à l'air, l'isolant métis, qui est un isolant fait à partir de coton recyclé. C'est ce à quoi sert en partie, pas que, mais en partie, les boîtes Le Relais que vous avez dans la rue, où vous pouvez mettre vos vêtements. Il y a une partie qui est utilisée pour faire de l'isolant et par devant un fermacelle. Ici, vous voyez qu'on a utilisé donc, le pare-pluie et le pare-vapeur. Là, c'est un frein vapeur, mais ça aurait pu aussi être des enduits comme tu l'as montré tout à l'heure, ce qui aurait été encore plus vertueux. Bon, on ne l'a pas fait là parce que c'était déjà beaucoup pour nous, mais voilà, s'il y avait un truc à améliorer, ça pourrait être ça. Et on voit l'importance ici le détail un peu bizarre, mais l'importance de l'étanchéité à l'air donc dans le bâtiment. Là, on le voit avec le trait bleu, bien sûr, l'étanchéité à l'eau, ça c'est évident, mais l'étanchéité à l'air aussi très important pour atteindre les objectifs. Donc évidemment du manteau protecteur et qui permettra d'utiliser donc le moins d'énergie possible. Et la toiture aussi, donc le détail du toit là qu'on voit au bout, qui est aussi isolé en bottes de paille à l'horizontale. Donc là on a la vue sur le plan masse. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'on a essayé donc, de cultiver le maximum d'espace et d'avoir le maximum d'espace végétalisé, car le végétal aussi va permettre donc, de faire de l'activité, ça on va le voir, et aussi surtout, pas surtout, mais aussi de créer un îlot de fraîcheur en fait, pour le bâtiment et donc d'apporter un apport naturel de fraîcheur en été. Donc on a misé pas mal, enfin c'est important pour nous de miser sur les apports gratuits donc qu'on peut avoir. Donc l'orientation évidemment du bâtiment. Donc là on voit que les bâtiments sont orientés le plus au nord possible pour laisser le potager le plus baigné de lumière possible. Mais en même temps ça fonctionne bien avec avoir une façade sud et ici une façade ouest qui est un peu moins bien, mais ça peut marcher aussi, avec des grandes coursives qui permettent de protéger des rayons du soleil l'été et qui laissent quand même rentrer la lumière l'hiver. Donc là, on voit la serre. En fait, il y a aussi quelque chose autour de l'activité, ne serait-ce que... Enfin, on a parlé de l'activité pendant le chantier, et je vais en reparler après. Mais c'est important dans la ville pour nous de créer de l'activité, que ce ne soit pas juste du logement. Donc comment est-ce qu'on peut apporter de l'activité en ville? Ici, on voit donc la serre qui permet à l'entreprise d'insertion donc, d'avoir une activité qui cultive les légumes qui sont mangés au restaurant. Ce n'est pas suffisant pour le restaurant, mais ça fait
ça fait un apport qui est pas négligeable. Donc les toitures, terrasses qu'on a souhaité en bac parce que la toiture végétalisée en elle-même, ça nous paraissait un petit peu compliqué avec la paille en dessous. De toute façon, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal. Mais, et même pour l'entretien, ça nous paraissait plus justifié. Pour l'ergonomie aussi, pour faire la rotation des cultures et tout ça, c'était bien. Donc là, la toiture terrasse végétalisée en bac. Une autre activité donc, qui est développée, et tout ça, en fait, ça a du sens, ces activités les unes avec les autres. En fait, c'est compliqué pour nous de voir le bâtiment seul, c'est important de le voir dans son ensemble. Et là, le compost, donc c'est le compost de récolte en fait, du quartier. Donc les gens du quartier et les restaurants aussi sont... les restaurants ne l'apportent pas, le compost, c'est les fermiers, donc les personnes qui habitent là qui vont le chercher. Mais sinon, il y a ce point d'apport volontaire pour les gens du quartier. Ça permet donc de recréer les sols de la ferme, de faire fonctionner le jardin, de faire fonctionner les cultures. Et donc tout ça fonctionne plutôt pas mal. Aussi, je vous parlais tout à l'heure de matériaux de réemploi. Donc là, c'est aussi une piste d'activité là pour les personnes en insertion. À la ferme, on était à 30% des entreprises en insertion. Sur le projet d'après que je vais vous montrer, on est à 60% des entreprises en insertion. C'est beaucoup. Sur un chantier, normalement, on a à peu près 5%. C'est, je crois, de mémoire, mais je ne suis pas tout à fait sûre de mon chiffre, mais le chiffre demandé dans les marchés publics. Nous, on essaye d'aller beaucoup plus loin parce que donc c'est important pour nous d'inclure toutes les personnes dans les différents projets. Ça fonctionne bien parce qu'en fait, ça permet donc d'avoir des moments de formation, de redécouvrir les métiers, de se rapprocher aussi de l'artisanat et de recréer des liens en fait avec l'artisanat. Donc là, on voit les deux hommes là, en train de récupérer des pierres de la ville de Paris. Donc ça, c'est un stock de la ville de Paris, des pierres qu'ils n'utilisent plus. Donc celle-là, c'est du Comblanchien de cimetière, si je ne me trompe pas, donc qui sont allés récupérer à Bonneuil et qu'on a remis donc, dans les murs des jardins de la ferme. C'est quelque chose, donc, le travail sur la pierre sèche qu'on a continué sur le chantier de la Maison des Canaux que vous allez voir après. Là, c'est Marine, donc, une des associées de Grand 8, en train de glaner donc, des carreaux qui étaient chez un entrepreneur qui avait collecté tous ces carreaux pendant toute sa vie, mais on trouve très facilement des carreaux, même des fins de stock, de carrelage, donc des choses qui sont presque destinées à la benne, mais nous, on a décidé de les réutiliser donc, pour les salles de bain. Donc là, on voit l'exemple ici. Donc toutes les salles de bain sont différentes. Donc on a eu un principe. Là, on commençait juste le réemploi avec la ferme du Rail. Donc on avait quand même du carrelage neuf mixé avec du carrelage de réemploi. Donc notre principe, c'était ça. Là, toutes les parties comme ça, on fait du neuf, plus des petites parties ici en réemploi. Ce qui fait que chaque salle de bain est différente. Mais en même temps, on se ressemble parce que c'est un peu toujours le même calpinage. On a fait aussi donc, les meubles des chambres en bois de démontage de salon. Donc là, on voit à l'atelier le menuisier circulaire en train de réaliser les meubles des chambres, donc le contreplaqué sapin, qui vient d'un démontage de salon qui allait être jeté et qu'on a réutilisé et qu'on a réemployé donc pour faire les meubles, les placards. Là, un partenariat qu'on a commencé à la ferme du Rail avec l'atelier rare autour du gisement donc fenêtres en bois, donc énormément de fenêtres en bois démontées pour les rénovations thermiques. Donc comme on change de fenêtres régulièrement, enfin là beaucoup, pour améliorer la thermique de nos bâtiments.
Ces femmes donc, qui travaillent aussi avec des personnes en insertion récupèrent donc des gisements de fenêtres. On voit ici, là, on voit le profil de la fenêtre là. Et ici, elles ont fait donc un tapis inséré dans le carrelage donc à la ferme. Où voilà, là on voit donc bien le profil, mais ici c'est un petit bout donc de la fenêtre découpé là et remis en parquet de bois debout. Donc on voit qu'il y a quand même une grande créativité et un travail aussi d'artisanat qui se développe autour de ça. Et donc c'est ça qui nous intéresse énormément. Et c'est les partenariats aussi qu'on monte avec ces entreprises qui nous permet d'arriver à ce résultat. Disons que ce n'est pas quelque chose qu'on arrivera à faire toute seule. Et c'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir partager et que l'architecte ne se place plus au centre de la création, mais qu'on ait un partage avec les entreprises. On trouve ça vraiment chouette. Et là, donc, on voit les jardinières qui ont été faites aussi en montant de fenêtres. On voit ici la trace des gonds. Et on peut faire plein de choses avec les portes et les fenêtres. On va voir après encore d'autres exemples. Donc ça, c'était pour la ferme du Rail. Je vais vous parler maintenant rapidement donc, de la Maison des Canaux, qui est un projet qu'on a fait à 90% biosourcé et réemploi, même un peu plus. Mais bon, je préfère dire 90 comme ça. C'est plus large, où là on a mené en fait des chantiers apprenants, des modules en fait de chantiers apprenants. On en a mené 5. Je vais vous en présenter 3 rapidement. Donc la Maison des Canaux, c'est la Maison de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet Ville de Paris. Là, pour le coup, c'est notre maître d'ouvrage. Et c'est l'endroit en fait où se retrouvent les boîtes en fait nouvellement créées et plus anciennes autour de l'économie sociale et solidaire, donc autour du réemploi et autour de l'insertion. Et donc c'était vraiment cohérent de travailler là sur ces questions. Donc le premier point, là c'est chantier apprenant muraillé. Donc il y a un murailler là qu'on voit sur la photo d'Ardèche qui est venu pour faire un cycle de formation, donc a été formateur sur le chantier autour de la pierre sèche de réemploi. Donc toujours pareil qu'à la ferme, le stock de Bonneuil et avec donc le stock de Bonneuil qui a été travaillé vite, donc l'entreprise d'insertion avec qui on a travaillé à la ferme, on retravaille avec lui ici, est allé chercher, amène la pierre à la Maison des Canaux et elle est directement transformée sur le chantier. Donc là, on fait le mur et la rampe d'accès qu'on va voir après. Donc là, on voit une personne en train de travailler la rampe d'accès, donc tout en pierre sèche, sans liant. Et ici, le mur avec les bénévoles qui est en train de se monter. Et donc les différentes pierres, tout ça trouvées et triées sur le site de Bonneuil. Ici, donc avec l'atelier rare dont je viens de vous parler, avec qui on a travaillé à la ferme aussi, on a travaillé plusieurs choses avec elle sur la Maison des Canaux. Donc là, c'est autour du gisement porte. Donc là, c'était des portes démontées dans des logements sociaux qui étaient réhabilités, donc on a récupéré pas mal de portes. Avec ça, on a fait, elles ont fabriqué, pour le coup, on a imaginé ensemble, mais elles ont été motrices sur le sujet. La Maison des Canaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a fait en conception-réalisation. Ça veut dire que dès l'appel d'offres, on était avec les entreprises. C'est aussi ce qui nous a permis d'aller loin en fait dans les détails avec les entreprises. C'est aussi ça qui nous a permis de créer vraiment c'est facile. Ça peut être fait en marché privé, en marché public. Si c'est pas une conception-réalisation, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il faut vraiment travailler les détails avec les artisans. Et là, du coup, on a réalisé un parquet
un parquet grâce à ces parties de porte, donc qui sont les montants verticaux à l'intérieur de la porte. Et le petit rebut, les petites chutes en fait qui restaient une fois que tout était découpé, elles ont fait une mosaïque en parquet hyper jolie qui se voit pas trop bien là, mais qui est vraiment très belle. Donc ici on voit l'atelier rare. Donc c'est à travers fil qui récupère les matières, c'est transformé, donc à travers le fil, on va en parler après, c'est aussi des menuisiers, c'est transformé par l'atelier rare et c'est mis en œuvre dans les canaux. Donc là c'est vraiment ultra local. Donc là on revoit un peu la même photo, mais sinon le parquet c'est ici. C'est un grand parquet, ça c'est aussi, il y a des événements, vous pouvez aller voir. Là, donc il y a une partie de la porte, donc on a vu tout à l'heure qui est partie en parquet, c'est ces portes-là. Et l'autre partie, donc c'est les traverses horizontales, là qu'on a utilisé pour le coup. Et c'est à travers fil donc à transformer, c'est la même. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, et c'est aussi des menuisiers donc, qui sont proches de l'agence qu'on a rencontrée dans le quartier. Et avec eux, on a fait la treille devant la terrasse. Donc cette treille-là, donc tous ces montants-là sont les portes. Donc après, on a travaillé les jonctions, il y a des jonctions en métal, et ça permet de faire le treillage. Donc voilà, ça c'est une autre photo. Je vais vous parler d'un autre... j'ai un tout petit peu... J'ai quasiment fini. J'ai quasiment terminé. Je vous parle juste de ça. En fait, c'est l'isolation intérieure. Donc comme on a fait l'isolation intérieure tout à l'heure, je vous disais l'isolant métis, on le voit ici, c'est l'isolant fait à partir de coton recyclé. Ici, donc qu'on a doublé avec des tasseaux, pareil, de réemploi c'est des choses que l'entreprise a achetées sur le Bon Coin, donc qui avaient déjà été utilisées. Donc c'est un latis qui n'était pas neuf et sur lequel on a mis donc du plâtre. Il y a eu un essai au CSTB qui a été fait et qui a validé donc la tenue au feu de l'ensemble. Et ça, c'est à l'étage. Bon, je vais m'arrêter là. Là, c'est des moquettes, moquettes recyclées. Enfin, moquettes qu'on a travaillées avec d'autres femmes en habillage de mur. Elles qui travaillent le textile. Il y a toute une partie sur le textile que je ne développe pas ici, mais avec qui on a fait aussi avec elles des cloisons acoustiques. Donc ça, c'est des cloisons acoustiques faites à partir de tissus de réemploi par des femmes aussi en insertion. Un truc qui est peut-être intéressant aussi pour vous, c'est la structure. Donc toute la structure là qu'on voit, cette grosse structure en métal qui a été posée au sol et donc qui n'est pas fondée, qui est juste posée et qui fonctionne ainsi. Ça, c'est une structure aussi de réemploi qui a été démontée donc d'un bâtiment et qu'on a réutilisé pour faire donc le socle de la terrasse. Donc c'est tout ce métal qui n'est pas neuf. Donc ça, c'est toujours ça de gagner parce qu'on sait que le métal, c'est très énergivore. Et les structures aussi qui étaient des cornières déclassées parce qu'elles avaient été fabriquées à la mauvaise dimension. Donc l'usine n'en voulait plus, donc on les a récupérées. Et l'entreprise de serrurerie a recréé ces poutres grâce aux cornières déclassées. Donc voilà, j'ai fini. Enfin, je pourrais vous dire d'autres trucs, mais... J'avais deux petites questions. La première, c'est spécifique à la ferme du rêve. Vous avez dit que vous organisez, je sais que vous êtes président d'une association pour la paille, c'est ça ? Le collectif paille, ouais. Le collectif paille. Et du coup, vous organisez des
des événements ou des formations où on peut apprendre à utiliser ce matériau? Oui, alors c'est pas le collectif qui organise directement, mais pour poser de la paille, il faut être formé pro paille. Et du coup, ça demande une formation de 5 jours, et il y en a très régulièrement, mais ça demande d'être formé. Ouais. D'accord, parce que je me dis que ça peut peut-être intéresser. Oui, tout à fait. Et après, on fait des apéros paille. Donc, on se retrouve pour parler de la construction de l'isolation en paille. Voilà, c'est de temps en temps, une fois par trimestre à peu près. Et ça nous permet d'échanger, de faire des retours d'expérience sur l'isolation en botte de paille et aussi la construction en botte de paille parce qu'il y a la paille porteuse aussi qui est très intéressante. Et ça, si ça vous intéresse, je vous donne mon mail et vous m'écrivez et je vous mettrai sur la liste de diffusion. Parce qu'en fait, comme la paille, il n'y a pas de lobby paille. En fait, il n'y a personne qui souhaite. Enfin, il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'industrie en fait derrière la paille. Il y a pas de parce que de toute façon, comme c'est un rebut des agriculteurs, c'est vraiment un peu du bricolage quand même. Enfin, on essaye de structurer le. Enfin, du bricolage, c'est pas le mot, mais c'est assez structuré parce qu'il y a des règles pro et tout ça, mais disons que c'est pas financé, donc il faut qu'on ait des gens volontaires pour s'impliquer dans la communication et voilà, donc il faut que ça tourne, qu'il y ait des jeunes qui prennent les choses en main. Et il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Le collectif, il y a une salariée maintenant qui travaille à temps plein, donc ça c'est super. Et il y a de plus en plus de bâtiments en paille. La France est d'ailleurs le premier constructeur en isolation paille en Europe. C'est nous qui avons les plus grands bâtiments. Il y a des régions aussi qui sont très actives. Et c'est vraiment un matériau c'est un matériau d'avenir parce qu'en fait, il prélève rien dans les ressources. La paille, ça isole super bien. Et c'est assez facile à mettre en œuvre et ça donne des bâtiments très confortables. Et à la déconstruction, c'est super aussi. Mais il y a une filière paille. Il y a une filière paille. Filière paille? Oui. Je ne connais pas. Une filière. Ah, une filière paille, oui, bien sûr, ouais. Oui, bah, il y a la filière paille, c'est les agriculteurs. Et il y a des choses qui se développent aussi du type paille insufflée, demi-botte de paille. Il y a des petites choses qui se font. Oui, il y a une filière paille, mais elle se structure, la filière paille, mais c'est pas comme la filière chanvre qui est beaucoup plus. Ouais, c'est pas du tout la même chose en fait. Bon, même si, enfin, c'est la même famille, mais c'est quand même. Du coup, la paille que vous avez utilisée, c'est justement pour l'isolation. Ouais. C'est pas porteur. Non, c'est pas porteur non plus. Là, c'est la structure bois qui est porteuse, mais on peut faire de la paille porteuse. Vous en avez déjà fait Moi, j'ai jamais fait de la paille porteuse, mais j'ai fait qu'un bâtiment en paille, c'est la ferme du Rail. Mais après, on utilise la paille en enduit mélangé à du plâtre. On fait des choses en enduit intérieur, en correcteur thermique, ça, on le fait. Et de toute façon, on n'est pas pour un matériau unique. C'est intéressant d'avoir une multiplicité de matériaux pour pouvoir utiliser celui qui nous paraît le plus judicieux dans la situation. Mais construire en paille porteuse, c'est possible. À Rosny, il l'a fait. Donc Emmanuel Pézerès, qui présentait au pavillon de l'Arsenal, l'a montré. Donc il y a des écoles en France qui sont construites en paille porteuse. Donc c'est super bien aussi la paille porteuse. Je me demandais si c'est entièrement bâtiment en paille et en bois, ça ne posait pas des gros problèmes au niveau incendie? Non, c'est pas des gros problèmes au niveau incendie parce qu'en fait de toute façon on a les mêmes réglementations que pour des bâtiments en béton. Donc il faut juste respecter la règle
la réglementation incendie. Et voilà, c'est pas, ça demande en fait une attention, mais c'est tout à fait réalisable. Qu'est-ce que demande la réglementation dans le cadre d'un bâtiment comme ça? Bah alors là, dans le cadre de la ferme du rail, en fait, on n'avait pas une stabilité au feu très grosse qui était demandée parce qu'on était coupe-feu une demi-heure sur les parois. Donc c'est assez facile à atteindre avec un doublage. Mais en fait, c'est l'enduit qu'on va mettre sur la botte de paille qui va faire le coupe-feu. D'accord, la paille n'est pas juste posée elle est englobée dans un enduit comme Non, en fait, la paille est posée entre ossature et par devant, en fait, on va mettre ou un enduit, mais c'est un enduit qui va faire 2 cm d'épaisseur, ou une plaque de type fermacelle ou plaque de plâtre, ou voilà, une plaque qui va permettre de donner en fait la stabilité au feu de la structure. Parce que c'est surtout, ça va être ça le plus contraignant, en fait, ça va pas être l'isolant. L'isolant, on va lui demander d'être isolé du feu, mais ça va pas être ça le plus dur à atteindre. En fait, ça va être la structure, c'est ça qui va être le plus contraignant. Donc, c'est surtout, on protège surtout la structure bois. Le béton, lui, c'est sûr qu'il est coupe-feu donc par nature, et voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres désavantages qui font qu'il vaut mieux se pencher vers des matériaux plus écologiques et plus respectueux de l'environnement, notamment pour la fabrication et la déconstruction. Quand on voit tout ce dont toute l'eau en fait et les transports et les matériaux, le sable nécessaire pour réaliser du béton, mieux vaut l'utiliser le moins possible et vraiment juste aux endroits dont on a besoin, et utiliser d'autres matériaux qui sont peut-être un peu plus contraignants au niveau de la réglementation incendie, mais de toute façon la réglementation incendie, on doit la respecter, c'est pas une option, donc de toute façon on arrivera à la respecter par des doublages, des enduits, ou rien du tout, parce que parfois on n'a pas besoin de stabilité au feu dans certains cas. Bon, c'est vraiment à étudier en fonction, mais c'est vrai que ça demande de se pencher plus sur la question, et justement même les règles incendie, en fait, on est obligé de vraiment se les approprier pour être juste au bon endroit, quoi. Ni trop, ni pas assez. J'avais une autre question par rapport au plancher. Je n'ai pas bien compris comment ils étaient les planchers dans la ferme. Eh ben, les planchers, ils sont... je vais revenir dessus. C'est des planchers bois. C'est des planchers bois, en fait, avec une chape sèche. Donc, on a des lambourdes, là. On a des lambourdes espacées de tous les 60 cm. Et devant, on a un petit résilient acoustique entre les lambourdes, parce qu'on a une qualité acoustique à respecter dans les logements. Là, on a un OSB. Et ici, on a un petit isolant avec du fermacell. Et tout ça, c'est de l'isolant. Donc on a des poutres en fait qui sont dans ce sens-là qu'on voit pas, les lambourdes ici, de l'isolant, et après de l'isolant partout, et puis des petits panneaux, des petits sandwichs en fait pour faire masse, ressort masse pour l'isolation acoustique. Ça donne quelque chose de satisfaisant au niveau acoustique? Souvent on dit oui. La masse pour Bah oui, avec une chape ça aurait été mieux, mais de toute façon là on est NF Habitat HQE 3 étoiles, donc c'est un niveau assez élevé, et on passait dans les mesures acoustiques avec ça. C'est quoi la dernière couche en bas sur le plafond? Celle-là là? Oui, pas de base, hein, ça, c'est du Pharmacell encore, ouais. C'est la plaque de gypse, mais ça pourrait être une plaque de plâtre.
Ou ça pourrait être aussi un enduit, enfin ça pourrait être d'autres choses. Juste une précision, je crois que les bottes de paille, elles résistent pas mal au feu parce que quand elles sont compactées, l'oxygène il n'arrive pas. Oui. J'avais vu ça sur un test avec les pompiers qu'ils avaient fait. Oui, mais ça suffit pas en fait. Et du coup, c'était pas mal de ce point. Oui, mais mais en fait ça suffit pas enfin on est obligé de la recouvrir, la botte de paille. Et du coup, deuxième question, vous avez parlé de paille porteuse. Ouais. Ça, on peut faire remplacer du coup un mur porteur en béton par un mur en paille porteur. Oui, mais sauf que vous réussirez pas à aller à 8 mètres, à 8 étages. Voilà, vous pouvez faire de la paille porteuse. Je sais pas si on arrive à... Enfin, moi j'ai vu R+1, donc rez-de-chaussée +1, mais pas... mais peut-être que ça existe +2, mais je sais pas. Mais disons qu'on peut pas aller très haut. Dans le cas de paille porteuse, est-ce qu'il y a encore besoin de mettre un isolant en paille Non. Déjà, c'est des grosses bottes, c'est des plus grosses bottes que ça, donc ça fait des murs un peu plus épais encore. Donc c'est vraiment, là, on va être sur du 80 cm de mur, donc c'est quand même pas rien. Et après, on a des fers, c'est comme des fers en fait, c'est des tiges filetées. Enfin, comme des tiges, c'est des tiges qui vont rigidifier l'ensemble et c'est soit du chêne, soit du châtaignier. Et du coup, en fait, en faisant des alternances comme un Lego, en fait, ensuite on fait des chaînages en bois et c'est aussi contraint. Donc il y a des sangles et on le met en compression. Et voilà, bon, je ne connais pas hyper bien la paille porteuse, mais il y a pas mal de choses sur le sujet. Il n'y a pas encore de règles pro. Ça, l'isolation en botte de paille, il y a des règles pro, c'est une technique courante, il n'y a pas besoin d'assurance particulière, il faut juste être formé. Mais c'est pas, voilà, on ne sort pas du cadre, on va dire. En paille porteuse, c'est différent. Mais c'est faisable aussi parce qu'il y a des bâtiments publics qui sont faits en paille porteuse. Donc, Vous avez parlé d'isolant en coton recyclé. Ouais. C'est un matériau courant Oui, ouais, ça pour le coup c'est un matériau industriel quoi. Il y a une industrie donc il y a une usine donc qui transforme les déchets donc de vêtements qu'on met dans les boîtes le relais là dans la rue, nos vêtements. Il y a une partie des vêtements qui vont aller pour la fripe et ceux qui sont vraiment trop abîmés qui peuvent pas être reportés sont dirigés vers cette filière. Donc c'est un mélange, c'est du coton, je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a dedans, il n'y a pas que des super trucs, mais en tout cas ça part... Il y a beaucoup de jeans. Ouais, il y a beaucoup de jeans. Oui, bon, ça c'est bien le jean, mais il y a un liant en fait qui n'est pas terrible, je ne me rappelle plus lequel c'est, mais il n'est pas top, mais bon, voilà. Et c'est fait en insertion aussi, avec des personnes en insertion. Et ça isole très bien. C'est un très bon lambda. Et puis à travailler, c'est vraiment agréable. Les ouvriers, ils adorent travailler ça. Donc c'est pas mal du tout. Pour vous deux, que ce soit le chanvre ou la paille, des matériaux biosourcés, donc comme vous l'avez dit, c'est bénéfique pour l'environnement et ça permet d'émettre moins de carbone. Donc on voudrait évidemment voir plus de bâtiments faits comme ça et donc que les filières s'industrialisent. Comme vous l'avez dit, j'ai l'impression que la paille c'est encore moins industrialisé que le chanvre. Mais en fait, la question c'est, on a envie de voir plus de bâtiments comme ça, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on doit industrialiser? Est-ce qu'on a envie de reproduire des filières énormes qui en fait exploitent les ressources naturelles? Enfin, quelle solution on a par rapport à ça? Je sais pas si ma question est claire. Si, en tout cas la paille, il n'y a pas de problème de ressources. Enfin, c'est pas, il y a tout ce qu'on veut comme ressource paille sur le territoire. On n'a pas besoin. Ça va pas être un souci il faut juste que les agriculteurs se
se forme un peu, enfin si tout le monde décidait, et puis en plus on dit que 5% de la production en France suffira à isoler tous les logements. Ouais, c'est pareil pour la chambre. Il y a tellement de chambres et encore l'agriculteur il utilise pour autre raison. Donc c'est un réseau, c'est comme la paille. Et donc c'est facile à mettre. Il faut juste plus de maîtres d'ouvrage qui est prêt à prendre. Plus problématique pour le bois, par exemple. Non, parce qu'il y a le pilier bois qui est là, qui produisent énormément aussi en France. Donc il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est juste une question de plus qu'on utilise, plus qu'on prend. Et puis de toute façon, le bois, c'est vrai que c'est pas mal d'essayer de l'utiliser. C'est pour ça que la paille porteuse, moi je trouve ça génial, parce que le bois, il faut quand même essayer de l'utiliser aussi avec parcimonie. Quand on voit là la quantité de bois, nous qu'on a mis à la ferme du Raz, je me dis mais il y a un truc qui va pas aussi dans les calculs. Je suis pas charpentier, mais j'ai l'impression que c'est surdimensionné. En fait, déjà peut-être faire évoluer les réglementations sur les sections nécessaires. Je pense qu'on va trop loin, on est trop consommateur. Enfin, il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir tout ce bois là. Et après d'essayer de faire autrement. C'est aussi possible de faire des charpentes en bois de réemploi. Il y a eu des exemples qui ont été faits, mais c'est aussi sur une meilleure connaissance du matériau, c'est-à-dire que ça demande de savoir caractériser les choses, de savoir observer, tout un tas de choses qui, justement, avec le béton, on n'est pas habitué parce qu'on sait qu'on fait un mur de 16 en béton et on s'en fout. Et voilà, et de toute façon, il n'y a pas de problème, ça va tenir à tout, ça va porter, ça va résister au feu, ça va tout faire. Sauf que maintenant, on ne peut plus trop faire comme ça et on a besoin justement de se rapprocher de la connaissance de la matière. Et pour ça, on n'est pas encore assez fin dans ses caractérisations. Non, mais il y a un point sur le dimensionnement de ce qu'on fait, parce qu'en fait, c'est parapluie, on met des parapluies en traverse, couvrir au cas où. Mais c'est vrai qu'il y a un petit point par rapport, je disais que le béton de chambre n'est pas porteuse. Par contre, ils ont déjà fait des tests, ils ont déjà prouvé que en fait, quand vous avez un ossature bois, avec exactement comme ça, avec les montants toutes les 60 cm, etc., il a une certaine résistance d'appui, que quand vous appuyez à un certain moment, voilà, il va casser. Et par contre, si vous mettez noyé dans un béton de chambre, en fait, ils ont testé, ils ont vu que l'ossature bois il était beaucoup plus résistant. Mais en plus, ils ont rendu compte qu'en fait, normalement, quand on brasse l'ossature bois, à un certain moment, le bois il va casser en deux. Et avec le béton de chambre, il est tenu en place. Et en fait, le point de rupture, il est sur simplement le fibre de bois qui entrelace entre eux. Et donc, il n'est pas porteuse, mais il participe dans la structure humaine de l'ossature bois. Donc, ça veut dire que peut-être on n'a pas besoin d'ossature bois de montant aussi grand qu'on dessine aujourd'hui avec une simple raison. Donc il y a du travail à faire, hein. C'est assez subtil à faire sur la matière, parce que la matière, il faut réduire le nombre de quantité de matière qu'on utilise. Juste une petite question. Est-ce qu'on arrive à trouver du bois de construction local en France aujourd'hui, ou est-ce que tous les bois viennent de Scandinavie? Non, pas du tout. Il y a énormément de forêts en France. Allez-y en Normandie, hein, c'est juste au bout de la rue, là. Il y a énormément de forêts qui fournissent de chênes, qui fournissent de hêtres. Il y a des ressources partout. Et en plus, on a une ressource réemploi. Parce que tous les bâtiments, quand
chaque fois qu'on trie quelque chose, on met à la benne. Pourquoi on met à la benne pour le trier, pour le regarder, pour réutiliser pour un autre usage. Caractérisé, mais c'est vrai qu'il y a quand même enfin c'est pas encore, moi je m'y connais pas très bien en filière locale, mais c'est quand même compliqué. Nous on construit peu, en fait on réhabilite beaucoup, et le bâtiment de la ferme du Rail c'est à peu près le seul bâtiment qu'on ait construit, voilà, et on cherche pas vraiment à construire plus. Enfin, si on dit pas non, mais on réfléchit à 2 fois avant quand on a un projet de construction. Mais la filière locale bois, c'est pas encore simple. Et puis c'est pas si évident que ça. Enfin, il y a quand même toute une filière à développer. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup au niveau français. J'ai dit, nous on a ramené des étudiants en forêt il y a quelques semaines pour montrer en fait en Normandie, on a visité, on était au pied des arbres dans la forêt où ils coupent. Ensuite on a visité une usine qui fait le scie, qui coupait pour fabriquer tout genre de construction, des éléments de construction. Même pour Paris, etc. Et ensuite, on a visité un chantier en construction en bois. Et tout ça se faisait dans un rayon de 1 km. Si, c'est sûr. Il y en a. Moi j'avais une question, est-ce que le bison chanvre ou même la paille, est-ce que c'est des matériaux qui ont une bonne résistance aux agressions extérieures? Typiquement sur les littoraux avec le sel marin ou dans des zones un peu avec des températures extrêmes, il fait super chaud, des déserts ou même des zones froides. Est-ce qu'on pourrait imaginer par rapport à ce type de construction dans ces régions-là Absolument, il fait fort. Parce que de toute façon, on ne va pas laisser exposer. Donc il va avoir un revêtement comme n'importe quel matériau. On ne va pas laisser comme ça. Donc il va avoir un revêtement qui est là pour protéger. Un rôle c'est ça qui est important, c'est dans un enveloppe, c'est d'identifier quel matériel est là, quel rôle il est là. Pourquoi il y a des rôles pour faire l'étancher de l'air, il y a des rôles pour l'étancher de le puits, il y a un rôle de revêtement à l'extérieur pour protéger ses parapluies, etc. Donc chacun, il faut juste identifier qu'est-ce qu'on a besoin et les élans paille ou les élans chanvre, etc. Il est là pour un rôle, il faut juste le protéger. Mais il y a beaucoup plus en plus qui est développé. Nous, dans notre école, on est à fond. En Normandie, c'est avec le terre. Donc, le paille avec le terre, ou le chanvre avec le terre, ou le lin, parce que le lin est un autre produit français. Le Normandie, produit, c'est le plus gros producteur mondial. La France est la première en Europe. Et on n'exporte pas, on n'utilise pas. Donc il faut vraiment, on a toutes les ressources, ils sont là. Est-ce qu'il y a des questions? Dernière. Est-ce que ça existe des projets où on a du coup de la paille ou du chanvre avec des ossatures, peut-être pas en bois classique mais en bambou? Je sais que ça se fait des constructions en bambou en Amérique du Sud. Ouais. Mais est-ce que vous en avez déjà vu, vous, sur des projets comme ça? Alors, physiquement, je n'ai pas vu, mais je sais, j'ai vu des projets, on parlait des projets avec le bambou. Parce qu'il y a une autre ressource, c'est aussi le roseau. Le roseau, c'est énorme aussi en France, on utilise en plus. Et donc, mais avec le bambou, c'est aussi l'avantage avec le bambou, c'est la plus vite. Et structurellement, il est très intéressant. Et pareil, au moment qu'on a une structure derrière, on peut utiliser d'autres éléments pour faire les ordres. Absolument, il existe. À l'expo Terra Fibra, il y avait plein de projets en bambou, en structure bambou, mais c'est vrai qu'en France, j'en connais pas. Il y en a peut-être, mais je vois pas en France. En structure bambou, mais c'est fou ce qu'on peut faire avec le bambou.
C'est peut-être un problème de... Je sais pas, de qualité du bambou, je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que... ou de réglementation. Mais ça peut être super intéressant, ouais.